Clic. Alors, à présent, donc, accompagner les blessures de l'intime, le thème du rendez-vous pivoine, c'est les violences sexuelles et le coronavirus, ou comment prendre en compte la situation présente et ce à quoi il faut s'attendre. Alors, voyez la déferlante là, c'est un peu un état de tempête. C'est un petit peu ça qu'on vit en fait en ce moment. Et sur les violences sexuelles, ça va complètement rejaillir. Alors du coup, le coronavirus, si on essaie de regarder un petit peu ce qui fait ce virus, il touche le corps, ok? Comme les violences sexuelles, elles ont touché le corps. Et le virus, il impose des mesures sanitaires spécifiques, main, bouche, nez. Donc là aussi, par rapport à la bouche et tous les traumas en lien avec la bouche, les odeurs, les souvenirs d'odeurs traumatiques et les mains, il y a des liens. Le virus, il oblige au confinement et le virus, il oblige à une distanciation sociale. On ne peut plus en fait aller voir les gens comme on avait l'habitude de faire. Donc du coup, c'est tout en fait le système en fait qu'on a mis en place qui va être modifié du fait de cette situation. Tout le système en fait de notre personnalité qui va être bousculé et puis nos habitudes bien sûr. Alors du coup, les conséquences en hypothèse. On va voir en fait 5 situations. La première, c'est la victime de violences sexuelles passées. Qu'est-ce que ça va être les conséquences par rapport à ce contexte de vie particulier? La victime de violences sexuelles qui est victime durant le confinement, qu'est-ce que ça va être pour elle? La victime de violences sexuelles qui est en procédure, qu'est-ce que ça va être pour elle? La victime du coronavirus et la victime collatérale du coronavirus. Alors d'abord, la victime de violences sexuelles passées. Alors, pour elle, le contexte du confinement, du coronavirus, provoque des choses un peu spécifiques. Mais d'abord, il va falloir se poser quelques questions préalables. C'est-à-dire, est-ce que cette victime, elle a déjà révélé les violences sexuelles ou pas? Ou est-ce qu'elle est murée dans son silence déjà avant le confinement? Est-ce qu'elle a un trouble de stress post-traumatique ou pas? Est-ce qu'il s'est chronicisé? Où est-ce qu'elle en est? Quand on dit violence sexuelle passée, est-ce que c'est passé il y a un mois? Est-ce que c'est passé il y a un an? Est-ce que c'est passé il y a 10 ans? Et où est-ce qu'elle en est dans sa thérapie? Est-ce qu'elle a déjà engagé une thérapie ou pas? Tout ça, ça va faire des différences en fait dans ce qu'elle va vivre aussi et des conséquences durant le confinement. Du coup, si on s'intéresse spécifiquement aux conséquences, il va y avoir des conséquences psychotraumatiques en lien avec l'accroissement du stress. Le confinement peut générer en fait un nouvel état de stress, donc supplémentaire en fait au stress qu'avait déjà la victime de par les violences sexuelles. Okay, du coup, il y a des risques qui vont être accrus, qui vont être différents en fait du fait du contexte du confinement. Le risque suicidaire, ça c'est le premier risque. En fait, avec les réactivations traumatiques, avec l'effet du confinement, l'accroissement du stress, comme l'amygdale, elle ne peut plus répondre avec une réaction normale au stress, puisqu'elle avait déjà été sollicitée et que la personne, elle était déjà en difficulté par rapport en fait, aux violences sexuelles, et ben du coup, ça va augmenter le risque suicidaire. Autre risque, c'est le risque dissociatif. La personne, elle risque de nouveau d'être dans des conduites dissociées, d'avoir une double personnalité, d'être des fois dans une colère monstre pour rien du tout ou pour quelque chose qui s'est passé qui n'appelle pas une réponse comme ça d'hyper-réaction. Il y a un risque aussi de réitération des violences, que ce soit par rapport à elle-même ou que ce soit par rapport en fait à un auteur. Elle peut aller se mettre en danger de nouveau en fait du fait du confinement. Du coup, ça pose la question de son suivi thérapeutique. Dans le cadre du confinement, c'est délicat d'avoir un suivi thérapeutique. Est-ce qu'elle va pouvoir le continuer ou pas? Voilà, ça va dépendre. Le soutien familial, social et de loisirs, lui aussi, il est complètement réaménagé. Donc, elle peut se sentir isolée et du coup, les soutiens, les ressources qu'elle avait, eh ben, elles tombent en fait. Donc, du coup, c'est difficile et elle peut vraiment développer de nouveaux symptômes en fait en lien avec les violences sexuelles qu'elle a vécues. Les conséquences après le confinement. Donc ça, c'était vraiment pendant le confinement. Après le confinement, quels sont les risques pour elle? Elle a un risque de décompensation, c'est-à-dire elle va plus savoir où elle en est. D'accord? Elle a un risque de perte de repères important, de désorientation. Et là aussi, ça rejoint la dissociation. Elle va plus savoir en fait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle va plus savoir en fait si elle est en sécurité ou pas. Elle va être confuse. Et donc, il y a aussi donc évidemment un risque de réactivation traumatique. Donc, vous voyez, ce qui attend les victimes de violences sexuelles, c'est difficile, quoi. Hein.
Ensuite, la victime de violences sexuelles durant le confinement. Donc là, c'est la situation où on a une personne qui va être victime durant cette période de confinement. Ok. Déjà, la question, c'est quel est l'âge de la victime? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adulte? Là aussi, les conséquences, elles ne sont pas les mêmes. Les stratégies de survie, elles vont être différentes. La question aussi, c'est qui est l'auteur par rapport à la victime? Si c'est papa qui, tout à coup, se met à venir toutes les nuits dans mon lit, et moi j'ai 12 ans, d'accord? Bah, c'est pas la même situation que, ben là, je sais pas ce qu'il lui a pris à mon chéri, mais il m'a sauté dessus et en fait, je l'ai jamais vu comme ça, quoi. D'accord? Les modalités de protection dans ce contexte, elles sont restreintes, hein, on le sait. Du coup, qu'est-ce que font les personnes qui sont victimes? Elles essayent quand même de joindre quelqu'un qui va les écouter pour essayer de se protéger. C'est le minimum. Du coup, on a une explosion donc, des appels au 119, plus 89%, et on a une explosion des appels au 3919. Ça, c'est le numéro pour les violences conjugales, plus 30%. Ces personnes, elles ont un besoin d'écoute énorme. Okay, elles sont isolées et elles sont parfois isolées avec l'auteur des violences sexuelles. Du coup, qu'est-ce qu'elle va vivre, la victime? Si c'est une femme adulte, d'accord, et qu'elle est face à son conjoint notamment, eh ben elle va céder, entre guillemets. Elle va vivre en fait des viols contraints forcés. Et puis, elle va dire, bon, bah, c'était pour lui faire plaisir, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Elle va s'inventer en fait des solutions parce qu'elle n'aura pas le choix. Sauf que on sait que céder, c'est pas consentir. D'accord? Ça, c'est important de l'avoir dans la tête. Les enfants, ils pourront être aussi témoins et aussi victimes. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui voit que papa, il a des gestes bizarres par rapport à maman, là, il est bizarre en ce moment, là, depuis le confinement, on ne le reconnaît plus. Maman, elle est toute fermée, elle est triste. Et ben, en fin de compte, l'enfant, du fait du canal de l'empathie, il va avoir les mêmes troubles de stress post-traumatique, par exemple, ou psychotraumatique, que la mère peut développer. Okay, donc, on n'a pas seulement un enfant qui est témoin, la plupart du temps, les enfants, ils sont eux-mêmes victimes, okay, de ce que vit la mère. L'alcool, dans le contexte, là, vous avez vu, il y a des préfets qui ont pris des arrêtés justement pour limiter l'accès à l'alcool fort parce que bah, ça a augmenté les violences intrafamiliales. On n'oublie pas que dans le code pénal, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que si en plus papa, il était alcoolisé quand il est venu dans mon lit, bah, c'est encore pire en fait. C'est une circonstance aggravante, ça veut dire que sa peine, elle sera plus grande. D'accord? Et du fait des modalités restreintes de protection, il y a un problème de conservation de la preuve. La victime, après, quand elle va sortir du confinement, elle va se dire, mais de toute façon, on ne croira jamais, de toute façon, il n'y avait personne, de toute façon, on était confinés, de toute façon, personne ne m'a entendu. Okay. Donc là, il va falloir redoubler d'efforts sur l'écoute en fait des victimes parce qu'elles vont se dire, ah mais en fait, je suis toute seule et on ne me croira jamais. Allez hop, j'oublie, je mets de côté. Sauf qu'en fait, ça va revenir, ça va ressortir, le corps, il va se remettre à parler et la mémoire, elle risque de se raviver. Okay. Les conséquences à long terme pardon, et après le confinement. Le risque de développer un trouble de stress post-traumatique, il est très important. Le risque d'avoir des conduites dissociatives, pareil. Le risque de décompenser aussi. Donc, on peut avoir des enfants qui vont exploser le jour où ils vont revenir à l'école. Hein, on ne va pas les reconnaître. On va dire, mais il n'était pas comme ça avant le confinement, là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben ouais, il n'était pas comme ça, en effet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va falloir se poser la question. Il va falloir que les profs, parce que c'est ça le but, hein, justement aussi, la sortie du confinement là, et le retour à l'école, c'est que on accompagne au mieux les enfants aussi qui sont victimes. Okay. Seulement, il va falloir que les enseignants ils comprennent. Ils comprennent qu'est-ce que c'est un enfant qui n'est plus le même qu'avant parce qu'il a subi des violences sexuelles. Et ça, c'est pas certain que ce soit compris. Du coup, ça va créer de l'hyperactivité pour l'enfant, ça va créer des hyperréactions de colère, ou alors il va se murer dans son silence, hein, il va s'éteindre complètement. Voilà, souvent, on a à peu près ces conséquences-là. Si c'est une adolescente, elle risque d'avoir des conduites complètement inadaptées avec une hypersexualité, par exemple. Hein, ou alors elle va s'éteindre aussi, ou alors elle va grossir. En tout cas, il y aura forcément des conséquences corporelles et psychiques. On ne reconnaîtra pas la personne. De la même manière, la dame qui va retourner au travail, elle va se dire, oh là là, ça y est, bouffée d'oxygène, ça va me faire du bien. Ah, mais si tu savais en fait ce que j'ai dans la tête. Et en fait, elle va avoir du mal à se concentrer, par exemple, à son travail. Elle va plus être la même, elle non plus. Elle va se dire, mais quand même, qu'est-ce qu'il a osé faire? Mais c'est. Et puis, on va pas la reconnaître, elle aussi. Hein. Elle va être un peu différente. Alors, on va mettre ça, évidemment, sur le dos du confinement. Bah ouais, c'est la faute au confinement. Bah oui, c'était difficile, hein, forcément, on n'est plus pareil. Ouais. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en fait dans le confinement. Voilà. Donc, il va falloir vraiment s'interroger en tant que professionnel sur le sujet parce que c'est ce à quoi on va devoir faire face. Du coup,
les personnes qui sont victimes de violences sexuelles durant le confinement, elles vont avoir besoin d'un soutien encore plus important que ce que normalement on met en place au niveau psychosocial et judiciaire. Le problème, c'est que les instances administratives et les institutions, elles aussi, elles vont reprendre leur activité, mais avec lenteur, hein, avec parcimonie. Hein, tout doucement, il y a tel service qui va réouvrir, il y a tel autre qui va réouvrir. Et puis, il y a tel autre qui ne pourra pas réouvrir parce que la psychologue de secteur, en fait, elle garde ses enfants à la maison parce que peut-être elle a eu le coronavirus. Et voilà. Donc, ça pose des vraies questions. Il y a donc un risque d'isolement très important pour ces victimes-là et un risque aussi d'abandon des poursuites judiciaires. C'est-à-dire que quelqu'un s'est dit, bon, de toute façon, moi, je sors du confinement, je dépose plainte, là, c'est pas possible, il n'a pas le droit de me faire ça, quoi. Et bien là, ça va peut-être être la double peine parce que non seulement la police, elle va peut-être avoir du mal à comprendre que, oh, et quand même, c'est bon. Ça, c'est déjà ce qui se passe en général pour une victime quand elle vient déposer plainte. Mais en plus, peut-être qu'elle va pas pouvoir parce que, je sais pas, c'est fermé, c'est difficile d'accès, elle va pas pouvoir quitter son travail plus tôt. Bref, c'est comme la double peine. Voilà, donc la victime qui vit des violences sexuelles durant le confinement, attention derrière à elle parce que là, ce qu'elle va vivre, hyper douloureux. La victime de violences sexuelles qui est en procédure. Donc, on a quelqu'un qui, juste avant le confinement, en fait, avait fait des démarches judiciaires. Elle, qu'est-ce qu'elle vit? Alors déjà, elle vit comme une réitération des carences de protection. En gros, elle a été victime, on n'a pas su la protéger, si notamment elle a été victime enfant, même si elle a été victime adulte, elle n'a pas su s'autoprotéger. Elle risque en fait de renouer avec ce sentiment-là et ces pensées-là. Non, mais de toute façon, ouais, je suis nulle, forcément, je devais être victime, quoi. Hein, forcément, voilà, je ne pouvais pas me protéger. Donc, elle risque d'avoir ça qui revient. Elle risque aussi des réactivations traumatiques fortes, hein, de nouveau des flashs. Mais alors là, j'ai plus de nouvelles. Alors du coup, moi, j'ai déposé plainte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rien, en fait. Voilà, donc elle risque de revivre de la terreur. Du coup, tout le processus en fait de réaction neurologique et physiologique aux violences sexuelles risque de se réactiver. Hein. La sidération va de nouveau être choquée. Elle risque de se dissocier. Elle est là sans être là. Elle risque aussi d'avoir des conduites autodestructrices envers elle-même. Hein, avec aussi les pensées noires qui reviennent, une hypersensibilité, des hyperréactions. Le risque dépressif du fait de l'attente de la reprise de la procédure, lui aussi, il est important. Elle va se dire, mais putain, quand est-ce qu'ils vont s'en occuper? Oh là là, j'avais trouvé le courage, j'allais déposer plainte, et faut que ça tombe, voilà, faut que je me tape le confinement, et alors l'autre, il va s'en sortir, et puis il est là, peinard chez lui. Hein, c'est ça qu'elle va vivre, la victime. Le risque de baisse d'estime de soi et de perte de confiance dans la démarche judiciaire. Elle va se dire, de toute façon, la justice, de toute façon, c'est de la merde. De toute façon, déjà, ça prenait vachement de temps. De toute façon, il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés, que 10% seulement des femmes qui déposent plainte. Alors forcément, moi, ça va passer à la trappe, quoi. Amplifié par la difficulté d'avoir du soutien et l'accès, par exemple, au psychologue ou au thérapeute qui soutient la personne. Donc voilà, ça accroît les risques, en fait, hein, les risques pour la personne psychotraumatique. En sortie du confinement, qu'est-ce que ça va être pour elle? En fait, elle va devoir redoubler de courage pour poursuivre son chemin thérapeutique et son chemin judiciaire. Elle va peut-être perdre des alliés en cours de route, hein, c'est-à-dire que la bonne copine qui, pendant le confinement, a plutôt bien vécu le truc, l'autre qui nous reparle de son histoire, ouais, c'est bon, allez, voilà. Hein, elle risque peut-être ça. Et aussi, elle risque peut-être d'abandonner les poursuites alors qu'elle était plutôt bien engagée. Donc, elle, il va falloir qu'on arrive à la rebooster, à lui dire, mais t'inquiète pas, à un moment donné, la machine judiciaire, elle va se remettre pleinement en route et va être fait ce qui est nécessaire. Tu as des droits, c'est important, tu es humaine. Et puis, la responsabilité de ce que tu as traversé, elle incombe que à l'auteur. Ok, tu n'es en rien responsable de tout ça. C'est interdit ce qu'il avait fait. Il n'avait pas le droit. Ok, donc il faut que tu tiennes le coup, il faut que tu continues. C'est ça qu'il va falloir qu'on lui transmette à la personne. OK? Du coup, on passe à la victime du coronavirus. Alors, on a quelqu'un qui, pendant le confinement, est victime du coronavirus. Elle contracte le virus, quoi. La question, c'est, est-ce que cette personne a été victime de violences sexuelles avant le coronavirus ou pas? Si oui, il y a un potentiel risque de réactivation traumatique fort parce qu'en fait, elle va aussi peut-être se sentir un peu mourir. Vous savez, les suffocations, là, tous les symptômes en fait du coronavirus, ça peut faire des réactivations traumatiques en lien avec le vécu traumatique de violences sexuelles.
il y a aussi un risque de décompensation et de dissociation du fait qu'elle est malade et qu'elle ne peut plus se mobiliser comme elle avait l'habitude. Elle perd sa routine, elle perd le sport qui était nécessaire à ce que elle arrive à se détendre, etc. Elle était peut-être en chemin thérapeutique et ça commençait à aller mieux. Et du coup, là, ça fait un gros flop. Et ben, elle a une perte en fait de reconnexion à son corps du fait du virus. Et si oui, c'est possible que en fait, cette personne, elle n'en avait jamais parlé avant. Et que en fait, comme à l'hôpital, elle est hospitalisée puis qu'on s'occupe super bien d'elle, et ben, à la fin du séjour, en fait, elle va révéler les violences sexuelles dont elle a été victime. Et ben, pour elle, la difficulté, ça va être qu'on va avoir du mal à déployer une écoute adaptée, une protection adaptée et des soins nécessaires à sa prise en charge globale en tant que victime de violences sexuelles. C'est-à-dire que là, elle est hospitalisée par rapport au coronavirus. Écoutez, je suis désolée, madame, mais ça, on ne peut pas s'en occuper, quoi. Mais vous avez bien fait de m'en parler, hein. Vous avez bien fait. Ok. Et puis, difficulté aussi à conserver la preuve dans ce contexte. Hein, que ce soit une violence qui a eu lieu avant ou qui a eu lieu il y a peu de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la peine de rédiger un certificat ou une attestation disant que madame a révélé qu'elle avait été victime de violence alors qu'elle était hospitalisée du Covid? Tout ça, ça questionne. Maintenant, la victime collatérale du coronavirus. Alors là, je vais vous parler de deux situations qui sont à peu près similaires. Il y a d'un côté le soignant et de l'autre, il y a le proche d'une victime du coronavirus. Donc le proche qui soit a perdu quelqu'un du coronavirus, soit le proche qui vit avec quelqu'un qui, par exemple, a eu le coronavirus à la maison. Okay. Dans ces deux situations, les deux personnes, là, le soignant et le proche, ils vont faire face un peu aux sensations de mort, okay, et aux souffrances de l'autre. Donc, et on sait que ça, la menace de la mort, d'accord, c'est un événement traumatique en tant que tel. D'accord. Et du coup, ils vont aussi devoir faire face aux révélations potentielles de violences sexuelles. C'est-à-dire que dans un contexte où la personne, elle se sent mourir, elle peut très bien libérer de secrets. Okay. Comme au soignant, elle va dire des choses. Du coup, il y a comme un double effet traumatique. À la fois, il va falloir porter le désarroi de la victime qui a le virus, et à la fois, il y a le désarroi de l'accompagnant qui peut-être lui-même a été victime et qui en plus se retrouve à porter et la peine de voir quelqu'un qui souffre en fait du virus et qui en plus lui révèle qu'elle a été victime. D'accord. Là, donc, il y a pour moi, il y a des risques en fait de développement de troubles de stress post-traumatique assez importants. Je parle de TSPT à double tête, hein, c'est une expression pour un peu vulgariser les choses. En gros, il y a le trouble de stress post-traumatique qui peut se développer du fait des violences sexuelles passées et du fait de la charge émotionnelle du travail. Donc, en fait, ou de l'accompagnement. Hein. Donc, en fait, il y a les traumatismes de l'intime qui vont ressurgir, plus un traumatisme vicariant du fait d'accompagner une personne qui a été victime. Vous voyez. Donc là, en fait, il y a une nécessité de prise en charge spécifique et adaptée qui devrait être mise en place pour les soignants, mais aussi pour les proches des personnes qui ont eu le coronavirus. Parce que eux, ils sont aussi à risque de troubles de stress post-traumatique du fait de leur position. OK? Du coup, c'est quoi la situation? On est face à une situation explosive, pour moi, au sujet des violences sexuelles. Comme chaque situation de crise ou d'urgence, l'accroissement du stress, de manière générale, hein, d'accord, réactive les mécanismes neurobiologiques pour y survivre. Or, ces mécanismes-là, que ce soit pour une victime passée, une victime qui a été victime durant le confinement ou une situation de révélation, d'accord, ces mécanismes, ils sont déjà sollicités ou ils l'ont trop été ou ils ne sont plus efficients. Du coup, il y a le risque de souffrance mentale qui augmente. Voilà, c'est corrélé, quoi. D'accord? Du coup, il va falloir mettre en place une réelle stratégie de soutien. Il va falloir qu'il y ait un déploiement des ressources d'urgence psychologique. C'est un peu déjà le cas, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Et à mon avis, ce serait vraiment intéressant de visibiliser des cellules d'unité médico-psychologique vraiment en sortie de confinement. Il va falloir faire une information des professionnels sur ces différentes hypothèses. Pour moi, c'est indispensable. Il va falloir que les professionnels y soient formés à l'écoute des victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on dit à une victime de violences sexuelles? Okay. Il va falloir aussi oser des publicités pour créer des réseaux de soutien sur Facebook. Il va falloir qu'il y ait des messages qui se diffusent pour dire, voilà, on vous soutient, que ce soit des réseaux privés ou des réseaux publics. Et il va falloir impérativement prévenir le traumatisme vicariant de l'écoutant
c'est-à-dire aussi du thérapeute psychocorporel que vous êtes. OK? Ça, c'est vraiment indispensable parce que sinon, de toute façon, vous allez être embarqué dans la tempête. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup, de votre attention. Je pense que c'était important que je vous transmette tout ça, sur les violences sexuelles et le coronavirus parce que c'est ce qui nous attend au sortir du confinement et toutes les personnes, elles ont droit à être écoutées, à être protégées et à être accompagnées en soins. Retenez ça.